Je sais, ça va? Bah dis donc, maintenant que tu pratiques, mais toujours pas de muscle apparemment. Franchement, je m'inquiète pas. Ça doit faire quoi? 1 ou 2 ans que je prends de la whey. C'est une nouvelle marque. Ça s'appelle Muscle 2000. Franchement, ça fonctionne bien, hein. Là, d'ici 2, 3 mois, je devrais prendre, enfin. Tiens, je la connais pas celle-là. Montre-la moi. Mais tu es sûr qu'il y a autant de protéines qu'ils le disent? Si je connais quelqu'un qui pourrait nous dire ça, viens avec moi. Salut Anna, on aimerait savoir combien de protéines dans ce complément alimentaire. Tu peux le faire analyser pour nous s'il te plaît? Pas de souci, je vais mettre ça à mon équipe. Ouais, c'est stylé. Je peux venir moi aussi ou pas? Oula, tu peux pas rentrer comme ça dans le labo, Jean. Il est interdit de faire entrer ton chat dans ce labo, comme n'importe quel animal de compagnie. Et si tu rentres dans ce labo, il va falloir t'habiller autrement. Il faut que tu portes un pantalon avec des chaussures fermées qui te permettront de protéger ton corps des produits chimiques. Il est aussi obligatoire de porter une blouse blanche en coton avec des manches longues pour protéger ta peau, mais aussi tes vêtements, de toute substance chimique et biologique. Pour ce qui est des lunettes, les lunettes de soleil sont bien entendu interdites dans le laboratoire. Si tu as des lunettes de vue comme moi, tu peux t'en servir. Aujourd'hui, nous allons manipuler des produits chimiques qui ne sont pas nocifs pour les yeux. S'il y avait eu la manipulation de produits chimiques dangereux pour tes yeux, tu aurais été obligé de mettre des surlunettes par-dessus tes lunettes. Et si tu n'as pas de lunettes de vue, il est alors obligatoire de porter tes lunettes de protection. Si tu avais les cheveux longs, il aurait été nécessaire de les attacher pour éviter qu'ils ne trempent dans les produits chimiques, mais aussi qu'ils prennent feu. Le port de gants est obligatoire pour la manipulation de produits chimiques dangereux. Par précaution, tu devras en porter pour la manipulation du réactif de Buret. Ah, et j'allais oublier, il est interdit de manger et de boire dans le laboratoire pour pas que tu ingères de produits toxiques. Au cours du dosage protéique de l'échantillon de Jean-Claude, nous allons utiliser des micropipettes, matériel de laboratoire qui est nécessaire de bien savoir manipuler. Docteur Philippe Moretti et Chloé vont tout vous expliquer. Passons maintenant à l'utilisation de la micropipette. Les micropipettes permettent de prélever des volumes de manière très fiable avec une grande précision. C'est pourquoi il faut savoir les utiliser correctement. Pour manipuler correctement ces matériels, il faudra faire attention à garder la micropipette verticalement et à la manipuler délicatement. En effet, une micropipette est un instrument de laboratoire très fragile, mais aussi cher, qui coûte aux alentours de 150 €. Il est important de noter qu'une mauvaise manipulation de ces matériels peut décalibrer la micropipette, la rendant inutilisable. Aussi, lorsque le liquide paraît visqueux et épais, il faut faire attention à relâcher le bouton pressoir doucement pour éviter l'apparition de bulles d'air dans le cône. Je vais laisser Chloé vous en expliquer l'avantage. Tout d'abord, en fonction du volume à prélever, on va utiliser différents types de micropipettes, P20, P200 ou P1000. On va donc choisir celle qui sera la plus précise et qui contiendra le volume à prélever dans son intervalle. On va ensuite régler le volume que l'on souhaite prélever sur la micropipette en tournant le piston. Ensuite, on fixe un cône sur la micropipette correspondante. Pour prélever le liquide, on va tout d'abord enfoncer le piston jusqu'au premier cran. Puis, on plonge une partie du cône dans le liquide, environ 1 mm. Ensuite, on relâche le piston totalement en restant dans le liquide. Il y a donc le volume souhaité dans le cône. Puis, pour déposer le liquide dans un autre tube, on va donc poser le bout du cône sur la paroi du tube, créant un angle optimal, tout en gardant la pipette verticale. Pour expulser le liquide du tube, il faut donc enfoncer le piston jusqu'au deuxième cran délicatement. On restera alors appuyé sur le piston pour sortir du liquide. On va ensuite expulser le cône de cette manière dans le tasserie de paillasse. Afin d'investiguer la concentration en albumine de l'échantillon à doser, nous allons devoir utiliser un réactif de burette. En effet, l'albumine seule ne possède aucune propriété d'absorbance. L'ajout du réactif de Gornal, de par sa réaction avec la protéine, permettra ainsi de suivre cette concentration en protéines au spectrophotomètre. La méthode de burette consiste à mettre en milieu basique des ions cuivre en présence de protéines. Les ions Cu2+, s'associent à des groupes carbonyles présents de part et d'autre des liaisons peptidiques de la protéine. L'albumine étant une protéine qui en possède plus de 4, elle forme avec le réactif un complexe coloré bleu-violet qui est détectable au spectrophotomètre. L'intensité de la coloration étant proportionnelle à la concentration en protéines, plus nombreuses seront les liaisons et plus grande sera l'absorbance, ce qui se traduit par une couleur plus foncée. Ainsi, nous pourrons, grâce à la loi de Beer-Lambert, investiguer la concentration en albumine. Pour cela, nous utiliserons le réactif de coloration de Gornal.
Composé tout d'abord de sulfate de cuivre qui fournit les ions Cu2+, d'où l'origine de sa couleur bleue, de soude qui va rendre le milieu basique, ce qui est nécessaire à cette réaction, d'iodure de potassium pour éviter la réduction des ions avant le dosage, et enfin de tartrate de sodium et de potassium qui jouent le rôle de chélateur d'ions Cu2+. Il faut tout d'abord savoir que la relation de Birlambert est une relation qui établit une proportionnalité entre la concentration d'une solution et son absorbance. Elle se traduit par la relation que vous avez sous vos yeux. Nous avons l'absorbance, qui n'a pas d'unité, qui va être égale au coefficient d'absorption molaire qui s'exprime en litres par mol par centimètre, multiplié par la longueur de la cuve en centimètres, multiplié par la concentration en molécules recherchées en mol par litre. Vous allez me dire pourquoi on lit l'absorbance à 540 nanomètres. C'est très simple, nous allons toujours nous placer à la longueur d'onde où l'absorbance de la molécule analysée est maximale. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le complexe formé par le réactif de Buré entre les protéines et le cuivre atteint son absorbance maximale lorsque la longueur d'onde est de 540 nanomètres. Ce qui explique pourquoi on va s'y placer lorsque l'on va mesurer l'absorbance de nos solutions. Avant de pouvoir déterminer la concentration en albumine dans notre échantillon de whey, nous allons devoir préparer plusieurs solutions de 200 ml avec des concentrations croissantes et connues en albumine, auxquelles on va ajouter 300 ml de réactif de Buré qui va nous permettre de colorer nos solutions. Il faudra cependant faire attention au volume de réactif ajouté car il devra être pris en compte lors du calcul final que vous présentera mon collègue Grégoire. Nous allons ensuite pouvoir, grâce au spectrophotomètre, mesurer l'absorbance à 540 nanomètres de nos solutions. On va relever les résultats dans un tableau comme vous pouvez le voir ici, ce qui va nous permettre de tracer une courbe plus tard. Nous cherchons donc à déterminer la quantité de protéines dans un échantillon de whey dilué dans de l'eau d'une concentration théorique de 120 mg par millilitre de whey contenant une proportion de 50% d'albumine. Tout d'abord, on cherche à déterminer le coefficient directeur A de la droite d'étalonnage. On obtient donc un coefficient directeur A qui est égal à 0,036 ml par milligramme. Tout d'abord, nous allons effectuer un contrôle qualité. Donc on calcule la concentration massique d'albumine dans les contrôles 1, 2 et 3 pour ensuite déterminer une moyenne de la concentration en albumine de la solution contrôle. On utilise donc la relation suivante. Cm albumine contrôle est égal à l'absorbance du contrôle 1 divisé par le coefficient directeur de la droite d'étalonnage fois le facteur de dilution, qui va ici être 1. On calcule ensuite l'incertitude de ce résultat en le multipliant par le CV qui vaut 0,06 et on arrondit en majorant le résultat obtenu. Donc ici on obtient 0,165, on va le majorer en mettant 0,2 mg par millilitre. On va faire pareil pour tous les autres contrôles et on va obtenir un CM moyen d'albumine de 2,8 plus ou moins 0,2 mg par millilitre. La concentration théorique de ces contrôles étant de 2,9, nous pouvons vérifier la qualité de nos manipulations en calculant l'IR comme ceci. Valeur expérimentale moins valeur théorique divisée par la valeur théorique fois 100, ce qui va donner ici 3,44%, ce qui est inférieur au CV qui est de 5%. Nos manipulations sont donc validées. On va donc pouvoir passer maintenant à l'analyse des résultats obtenus pour les essais. Ainsi, on commence donc tout d'abord par calculer les différentes concentrations massiques d'albumine des différents essais. On utilise pour cela la relation concentration massique en albumine est égale à l'absorbance de l'essai divisé par le coefficient directeur de la droite d'étalonnage fois le facteur de dilution. On obtient donc une concentration pour le premier essai de 4,9 à plus ou moins 0,3 mg par millilitre, pour le deuxième 4,6 à plus ou moins 0,3 mg par millilitre, et pour le dernier 4,8 à plus ou moins 0,3 mg par millilitre. Il y a donc un intervalle commun entre nos valeurs de concentration des essais, on peut donc faire la moyenne de ces valeurs. Ainsi, la concentration moyenne d'albumine est donc de 4,8 à plus ou moins 0,3 mg par millilitre. On cherche à déterminer la proportion d'albumine dans notre échantillon. Pour cela, on commence par calculer la masse d'albumine. On a donc une masse de 0,0288 g. On peut maintenant calculer la proportion d'albumine dans notre échantillon. On utilise pour cela la relation rendement est égale à masse finale divisée par la masse initiale fois 100. Ainsi, la proportion d'albumine dans notre échantillon de whey semble plutôt satisfaisante. On obtient 48% proche des 50% indiqués sur le paquet de whey. Ainsi, la whey achetée par Jean-Claude possède un taux de protéines suffisant pour qu'il puisse développer sa masse musculaire. C'est ainsi qu'après la découverte des résultats du laboratoire de contrôle, Jean-Claude tomba dans une grande dépression et arrêta la musculation 2 jours après.